l'archipel toscan, la Corse, les Bouches de Bonifacio. Le 21 octobre 1879, après avoir déjeuné la hâte au restaurant d'El Giappone à Livourne, je montai à bord du vapeur l'Italia, de la compagnie Rubattino en partance pour la Corse et la Sardaigne. La chaleur était aussi forte qu'en France au cœur de l'été. Une vive lumière éclairait la mer radieuse, les blanches maisons de Livourne, les formes dentelées des collines pisanes, ainsi que les lointains sommets des monts de Carrare, se profilant à l'horizon. Sur le pont du vapeur s'entassaient par centaines des paysans lucquois, allant en Corse pour la récolte des châtaignes. Munis d'énormes besaces et de parapluies géants, ces hommes sales, déguenillés, au regard côteleux et sombre, ressemblaient plutôt à des brigands qu'à d'honnêtes travailleurs. Quelques-uns d'entre eux jouaient à la mora avec de bruyants éclats de voix et des gestes frénétiques. De l'arrière s'élevaient des bruits d'instruments à cordes, des lambeaux de chansons, des trépignements à faire trembler le navire. 3 musiciens rappaient jouaient les airs populaires italiens. Au son des violons et de la harpe, des jeunes gens, hommes et filles, dansaient avec des cris de joie, des rires éclatants. Les autres passagers rangés en cercle frappaient en mesure dans leurs mains en guise d'accompagnement. Les jeunes femmes, vêtues de costumes aux vives couleurs agrémentés de pompons et de torsades, la tête nue, les cheveux ébouriffés, descendant sur le front, se pendaient langoureusement au bras de leurs cavaliers. Le plaisir mettait un éclair dans leurs yeux. Le vapeur avait dérapé. La proue fendait l'eau et traçait un sillage qui s'allongeait bien loin derrière nous. À droite, à gauche, la mer s'étalait immense et bleue, comme le ciel. La côte d'Italie semblait fuir. Les édifices, les hautes maisons de Livourne, la gigantesque tour de la Lanterna, qui marque l'entrée du port, toutes ces choses s'effaçaient insensiblement. Les îles nombreuses qui composent l'archipel toscan surgissaient une à une du sein des flots, semblables à des titans à demi submergés. C'était la Gorgona, la Capraja, à la cime arrondie et pelée, au port étroit, encaissé, que domine un bourg pittoresque, à l'orient, l'île d'Elbe et ses grandes falaises rougeâtres, puis le promontoire abrupt de Piombino. Rien n'est mieux fait pour enivrer l'âme et charmer les yeux qu'une telle traversée faite par un beau jour. Cette mer, si limpide et si bleue, les jeux de la lumière et des ombres qui revêtent les îles de mille teintes fondues, un parfum de myrte sauvage, que la brise détache de la côte et amène jusque sur le pont du vapeur, les barques aux voiles latines qui volent légères, effleurant la surface des eaux, tous ces enchantements font naître dans l'âme du voyageur une impression délicieuse et ineffaçable. Longtemps avant d'avoir doublé Capraja on distingue la Corse et ses montagnes bleuâtres, qui se prolongent en ligne droite au loin vers le sud. On se rapproche peu à peu, et ces masses confuses se dessinent, leurs contours s'éclairent. Sur les pentes raides qui fuient et se cachent sous les eaux, les villages sont bizarrement groupés. Des pâtres ont allumé un feu sur les crêtes, et une blanche colonne de fumée monte en spirale dans l'air. Bientôt apparaît Bastia et ses maisons massives s'étageant en amphithéâtre jusqu'à des hauteurs couronnées de vieux forts génois sur les ruines desquels nos pâles et figuiers épineux poussent à l'envi. Le vapeur jette l'ancre au large, et des barques nombreuses se pressent autour de ses flancs. Les Lucquois s'y amoncellent et leur débarquement donne lieu à des incidents comiques. La douane française, soupçonneuse, bouleverse leurs besaces et les force à en étaler le contenu sur les dalles du quai. Nous repartons, après 2 heures d'escale, et longeons jusqu'au soir la côte orientale de la Corse, côte plate, marécageuse, où la fièvre règne en souveraine. De loin en loin, du milieu des étangs, s'élève une vieille tour lézardée et solitaire, poste d'observation bâti par les Génois. Toute cette côte, aujourd'hui stérile, était un des greniers de Rome. Des colonies puissantes y florissaient. C'était Mariana, Aléria, ville de 40 ou 50 000 habitants. Puis vinrent les barbares, Goths et Vandales détruisirent les villes et chassèrent les habitants dans les montagnes. La nature reconquit peu à peu son domaine sur l'homme. Les eaux des torrents n'étant plus retenues par les digues se répandirent sur la plaine et formèrent de vastes nappes d'une eau stagnante dont les miasmes empestèrent la contrée. Cet état de choses,
aggravé par les longues guerres que la Corse soutint contre Gênes, subsiste depuis des siècles, et encore aujourd'hui la partie de l'île la plus cultivable, la plus riche en humus est abandonnée durant 6 mois de l'année. Pendant l'été, la voiture de poste qui dessert la longue route de Bonifacio à Bastia ne traverse que des villages déserts. C'est à peine si on aperçoit, de temps à autre, debout sur le seuil d'une masure, quelques malheureux au visage jauni, à la face de spectre, grelottant de fièvre et jetant sur la diligence un regard hébété par la souffrance et la misère. Il suffirait seulement de quelques travaux pour assainir la plaine orientale et la rendre à l'agriculture. Mais les insulaires sont pauvres, les capitaux manquent, et les Français du continent ne songent guère à la Corse. N'est-ce pas ici le cas de constater combien cette île a été longtemps tenue en disgrâce et particulièrement négligée sous le régime impérial, régime que les Corses soutenaient cependant par tous moyens? C'est une étrange anomalie et qui pourrait faire le sujet d'une curieuse étude. Les Corses, dont l'Empire avait fait ses sbires ont été enrichis par lui, quant à l'île elle-même, elle est restée pendant un demi-siècle dans un état d'abandon complet. Jusqu'en 1830, une seule route traversait la Corse, reliant Ajaccio et Bastia, les autres centres de population ne communiquaient entre eux que par des sentiers pierreux, accessibles seulement aux mulets. Pas d'autres ports que ceux formés par la nature. Ce n'est que sous le règne de Louis-Philippe que le réseau des routes fut commencé. Le Deuxième Empire ne fit guère plus que le premier pour la Corse. Depuis quelques années, le gouvernement républicain a plus fait pour ce pays que tous ceux qui l'ont précédé. On travaille actuellement à l'agrandissement du port de Bastia, on trace dans le centre de l'île des routes forestières qui permettront d'en exploiter les bois et les carrières. Dans son gigantesque projet d'exécution du troisième réseau des chemins de fer, M. de Freycinet n'a pas non plus oublié la Corse, et les habitants d'Ajaccio viennent de célébrer par une fête l'inauguration des travaux de la ligne de Corte-Bastia. La nuit était venue quand l'Italia pénétra dans les Bouches de Bonifacio. De gros nuages couvraient dans le ciel et l'assombrissaient, mais tout à coup, vers le milieu du détroit, ces nuages s'écartant, le disque entier de la lune apparut, et de longues traînées d'une blanche lumière s'étendirent sur la mer et sur les îles. Les crêtes des vagues s'argentèrent, caps, rochers, promontoires sortirent en foule de l'ombre. À notre droite, nous distinguions Bonifacio, perché sur de hauts rochers sous lesquels la vague, par un incessant travail, a creusé de profondes cavernes. Plus près de nous, les écueils de la Vésie, de sinistre mémoire. C'est là qu'en 1854 se perdit la frégate La Sémillante, par une tempête affreuse. 1000 hommes, marins et soldats, furent engloutis pendant cette nuit, sans qu'un seul d'entre eux survécût pour rapporter les détails de la terrible catastrophe. À gauche, se montrait la côte escarpée de Caprera, séjour de Garibaldi, puis, au deuxième plan, les montagnes de la Gallura, nom que porte la région septentrionale de la Sardaigne, région âpre, désolée, hérissée de monts nus aux flancs ravinés par les orages, et si sauvage que son aspect éveille la pensée des paysages lunaires. 3 phares éclairent ces eaux dangereuses, ceux de Bonifacio, de la Maddalena et du cap della Testa. Leurs feux intermittents brillaient tour à tour, l'un d'entre eux venait-il à s'éclipser qu'un autre voilé un instant, reparaissait aussitôt, appelant à lui les regards. Plus haut, entre les nus, resplendissaient les feux du ciel, innombrables fanaux jetés comme une poussière lumineuse dans l'insondable infini. Le jeu des phares qui éclairent les bouches, le calme de la nuit, à peine troublé par le bruit de l'hélice trompant les eaux et par le chant monotone d'un matelot debout à la barre, me retenait sur le pont. Mais le vent du nord-ouest fraîchit soudain, le roulis devint plus fort et secoua violemment le vapeur. Il fallut regagner ma cabine jusqu'au jour.